Chine-Vietnam, aggravation, le port d'Haiphong aurait été bombardé par les Chinois. Sommet franco-allemand, volonté d'entente malgré des dossiers délicats. Sidérurgie, premier face-à-face syndicat, ministre de l'Industrie, négociations très difficiles. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de parler en effet de la rencontre entre André Giraud, le ministre de l'Industrie, et les syndicats de la sidérurgie, rencontre qui représente le gros dossier de l'actualité française du jour, un coup de projecteur donc sur la frontière sino-vietnamienne, car la situation s'est encore aggravée là-bas. Toutes les dépêches confirment une extension certaine des combats. Les troupes chinoises, puissamment renforcées, accentuent leur poussée et par réaction, Moscou annonce, je cite, que les soviétiques honoreront leurs obligations envers Hanoï. D'ailleurs, 2 avions de transport soviétiques sont déjà en route pour le Vietnam, 4 autres vont bientôt décoller, et certaines informations très alarmistes annoncent que les Chinois, ce qui est un événement capital s'il est confirmé, auraient commencé à bombarder ou en tout cas à établir un blocus autour du port de Haiphong pour empêcher que les navires soviétiques ne débarquent du matériel. C'est une information que diffusent les services de renseignement américains et qui, encore une fois, n'est pas confirmée, mais qui prouve bien la gravité de la situation. Voici, entouré d'un cercle sur cette carte, la position de la ville de Lang Son, un des points névralgiques du front, puisque de plus en plus on peut parler d'un front de guerre entre la Chine et le Vietnam. Et voici le site de Lang Son lui-même, où les autorités vietnamiennes, peu de jours avant le déclenchement des hostilités, avaient conduit les journalistes occidentaux. Aujourd'hui, il est extrêmement difficile de dire quelle est exactement la situation sur le terrain, si Lang Son et d'autres villes proches de la frontière ont été ou non prises par les forces chinoises et si Hanoï est menacée. Dès avant le déclenchement des hostilités, les frontaliers en grand nombre se réfugiaient vers l'intérieur du pays, tandis que des renforts de troupes, eux, se dirigeaient vers le front. Apparemment, la défense n'est plus assurée seulement du côté vietnamien par les forces régionales, mais par le corps de bataille, entraîné, aguerri et fort bien équipé, à la fois par les fournitures soviétiques et par le butin pris naguère sur l'armée américaine. La flèche blanche qui apparaît sur cette carte symbolise leur progression. Mais les experts militaires, se fondant sur des renseignements ou des extrapolations, prêtent aux Chinois l'intention de faire un mouvement tournant pour couper les renforts de leur base. On prévoit aussi une forme de contre-manœuvre soviétique qui enverrait un croiseur et 2 autres navires vers Haiphong avec l'intention de débarquer des renforts pour prévenir ce mouvement tournant des Chinois. Ce qui expliquerait un bombardement préventif de Haiphong par les Chinois. Mais là, nous sommes dans le domaine d'hypothèses de stratèges placés un peu plus loin des combats. Ce qui est plus vraisemblable, ce sont les mouvements de troupes soviétiques signalés du côté de la Mongolie, avec pour intention évidente de détourner l'attention des Chinois vers une autre frontière et soulager un peu leur pression au Vietnam. De toute façon, les soviétiques ont répété qu'ils avaient l'intention d'apporter à leurs alliés vietnamiens toute l'aide nécessaire. C'est du côté chinois qu'on est en fait le plus discret. À Pékin, la vie continue comme à l'accoutumée, sauf sans doute pour l'ambassadeur du Vietnam. Les relations diplomatiques entre les 2 pays ne sont pas rompues. On ne parle pas du conflit avec le Vietnam et il est même interdit d'y faire allusion dans les Dazibao, les affiches que les Pékinois apposent plus ou moins librement sur ce qu'on appelle le mur de la liberté. Alors soyons clairs, Paul Naon, si le bombardement de Haiphong est confirmé, c'est une information capitale. Oui, c'est capital, c'est une nouvelle escalade dans la guerre entre la Chine et le Vietnam. Alors si vous voulez, je vais vous replacer sur cette carte Haiphong. Haiphong se trouve au nord-est du Vietnam, au nord-est d'Hanoï. Haiphong se trouve dans cette région et c'est un port extrêmement important. Si vous voulez, c'est un peu le poumon, le véritable poumon du Vietnam. Quand j'étais là-bas il y a 2 ans, j'ai vu débarquer des quantités, des tonnes et des tonnes de matériel militaire lourd, soviétique, débarqué par des bateaux, par des instruments soviétiques, et j'ai vu débarquer aussi du matériel civil, économique, de la nourriture pour le Vietnam. Si vraiment l'information est confirmée de sources vietnamiennes ou chinoises, c'est un événement capital. Rappelez-vous, déjà, les Français avaient essayé de miner le port d'Haiphong. Rappelez-vous, de façon beaucoup plus courte dans l'histoire, les Américains ont essayé, sans grand succès, il est vrai, de bombarder, de miner le port d'Haiphong en lançant une sorte de parachute avec des mines pour pas que les bateaux soviétiques s'approchent et débarquent leur matériel militaire ou civil dans le port d'Haiphong, dans tout le Vietnam. Nous devrions savoir un petit peu plus donc dans les heures à venir. Dans les heures à venir également, le Conseil de sécurité doit se réunir aux Nations Unies pour émettre un vote de procédure sur l'opportunité d'aborder un débat donc sur le conflit sino-vietnamien. Une réaction française devant l'extension des combats. La France, a dit le président de la République, considère que la cessation des combats et le retrait sur la frontière internationale des forces qui l'ont franchi doivent intervenir sans tarder.
et le chef de l'État de réaffirmer son attachement à la détente. C'est, dit-il, une donnée fondamentale et permanente de notre politique. Cette déclaration invitera à la cessation des combats et au retrait sur les frontières internationales des forces qui les ont franchies. En même temps, elle affirmera notre attachement à la politique de détente qui doit continuer à inspirer l'ensemble des relations internationales. La France, qui a été, vous le savez, à l'origine de cette politique de détente, n'entend pas que les circonstances ou les difficultés actuelles viennent en interrompre le cours. Déclaration prononcée, vous vous en êtes rendu compte, à l'issue des 33e entretiens franco-allemands. Valéry Giscard d'Estaing avait tenu à prendre l'avis de son partenaire Helmut Schmidt avant de se prononcer. Ensuite, le président français devait, pour les journalistes, faire le point des entretiens franco-allemands. Cette 33e rencontre se situait dans l'esprit de la première, celle qui a eu lieu ici même en 1962 et où le général de Gaulle et le chancelier Adenauer ont engagé la France et l'Allemagne dans la voie de la réconciliation et de l'entente. Et les travaux que nous avons menés se sont situés dans l'esprit de cette première rencontre. C'est-à-dire que nous considérons que si la réconciliation et l'entente entre la France et l'Allemagne ne suffisent pas, bien entendu, à assurer à elles seules l'organisation de l'Europe, par contre, s'il n'y a pas d'entente entre la France et l'Allemagne, l'organisation de l'Europe est impossible. Consécration ou confirmation de cette entente franco-allemande, Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt ont profité de leur rencontre pour débroussailler un certain nombre de dossiers délicats qui seront soumis au prochain conseil, au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement très prochainement, c'est-à-dire à la mi-mars. Ils ont également réaffirmé leur volonté de supprimer les fameux montants compensatoires et de mettre enfin en route le fameux système monétaire européen. En ce qui concerne l'Europe des satellites de télécommunications, la possibilité d'une union industrielle franco-allemande a également été mise à l'étude avec un certain optimisme. Dans un tout autre domaine, l'indemnisation par Bonn des incorporés de force alsaciens et lorrains durant la dernière guerre et dans la Wehrmacht, également une mise à l'étude, là aussi, de l'optimisme. Enfin, autre signe plus anecdotique de la coopération entre Français et Allemands, Helmut Schmidt a offert à Valéry Giscard d'Estaing de se soigner avec son propre remède, avec un certain succès, car en fait, le chancelier Schmidt a un certain nombre d'expériences en matière de grippe. Il est très souvent grippé, c'est l'explication d'ailleurs de sa fameuse casquette qu'il porte de temps en temps. Oui, là, je connais des hommes politiques français qui vont crier au scandale et à l'hégémonie allemande. Alors, pour remercier le chancelier ouest-allemand, Valéry Giscard d'Estaing lui a peut-être offert son portrait qu'il a réalisé lui-même lors des entretiens de la Guadeloupe et que vous voyez, portraits qui sont publiés par l'hebdomadaire Paris Match et qui, au dire des spécialistes, sont de vrais portraits de professionnels. Dans le reste du monde, eh bien, pas d'événement déterminant en Iran. Aujourd'hui, simplement une manifestation organisée par le groupement marxiste des Fedayines à l'université de Téhéran, défilé qui a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais qui ne s'est pas étendu dans les rues de la ville. Et puis au Tchad, toujours le statu quo entre les troupes du général Maloum et celles de Hissène Habré. Hier, le Conseil des ministres français a cité à l'ordre de la nation un coopérant français tué aux premières heures des combats. Jean-François Gibert, un coopérant qui avait une haute conscience de sa mission et que Jacques Abouchard avait rencontré lors de son dernier voyage au Tchad. Est-ce que vous pensez que la présence militaire, pour vous, est une bonne chose pour votre sécurité, la présence militaire française? C'est une arme à double tranchant. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la présence de militaires, c'est naturellement la protection, mais c'est peut-être aussi la dégradation des rapports avec les Tchadiens, avec nos hôtes. Vous sentez une dégradation? Je pense qu'il faudrait être soit naïf, soit hypocrite pour ne pas le constater. François Gibert, donc, mort la semaine dernière au tout début des combats au Tchad. Le Tchad, un pays que l'on connaît mieux après avoir feuilleté cet album de photographie de Marie-Laure de Decker. J'en arrive donc à l'événement de la journée en France, les négociations entre André Giraud et les syndicats de la métallurgie.
Négociations très âpres qui ont eu pour toile de fond un certain nombre de manifestations à Paris et à Longwy. À Paris, vous le voyez, l'occupation pendant quelques heures de la Tour Eiffel, occupation pacifique puisque les touristes pouvaient continuer à visiter ce symbole du fer français, construit d'ailleurs par les sidérurgistes il y a un siècle. Et puis à Longwy, la poursuite de l'occupation d'un relais de télévision, un relais TDF, qui transmet les émissions à quelques 60 000 téléspectateurs. Le courant y a été un moment coupé puis rétabli. Mais l'essentiel donc, je vous dis, c'est ce qui se passe depuis 9h30 ce matin au ministère de l'Industrie. Négociations marathon puisqu'elles se poursuivent toujours sur place. Jacques Merlino. Sous l'aspect quelque peu classique d'une réunion gouvernement-syndicat, c'est en fait une grande première qui s'est déroulée aujourd'hui au ministère de l'Industrie, car c'est en effet la première fois que l'ensemble des syndicats se réunissent autour d'un ministre pour évoquer avec lui une politique industrielle, en l'occurrence celle de la sidérurgie. La réunion a débuté tôt ce matin avec un grand nombre de participants, 48 syndicalistes, une dizaine de conseillers autour de M. Giraud, ministre de l'Industrie. Elle a commencé par un tour de table des différents syndicats qui ont rappelé leur position, puis s'est poursuivi dans l'après-midi par un début de négociation. Je dis début de négociation car il semble à l'heure actuelle que peu de résultats précis aient été obtenus et les syndicats, pour le moment, éprouvent quelques déceptions. On peut dire que le résultat est nul. Le gouvernement, pendant ces 8 heures, s'est efforcé à nous convaincre de la justesse du plan de restructuration. Il est pour nous naturellement inacceptable. Vous dites résultat nul, ça veut dire rupture ? Il n'y a pas rupture. D'ailleurs, nous avons la volonté de poursuivre la négociation, mais les syndicats sont venus avec des propositions précises, la CGT notamment, et sur cette base, rien n'avance. La seule question est de savoir si le ministre de l'Industrie accepte que la discussion qu'il nous propose avec les directeurs des sociétés puisse conduire à une éventuelle modification du contenu et des conditions d'application des décisions prises par Usinor et par Sassilor. Alors on en est à ce point-là. Si cette ouverture est faite, il y a une petite chance que des négociations réelles s'entament et qu'on puisse aller à des résultats. Si comme aujourd'hui cette ouverture n'est qu'une mystification, nous allons vers un échec total et nous allons probablement vers une explosion sociale importante. Je pense qu'en tout état de cause, compte tenu des difficultés et des blocages rencontrés aujourd'hui, la mobilisation est de plus en plus nécessaire et je crois qu'elle doit encore se développer car le levier doit être très puissant pour arriver à des résultats. Voilà donc le point de vue de la CGT et de la CFDT. Nous avons invité le ministre de l'Industrie, André Giraud, à venir s'exprimer. Et je pense que dès que la réunion se termine, et pour l'instant elle n'est toujours pas terminée, je vous parlais tout à l'heure d'une rencontre marathon, et bien dès que cette réunion est terminée, je pense que nous pourrons à ce moment-là l'interroger. Et j'ajoute toujours sur le même sujet que le Parti communiste a organisé aujourd'hui et demain 2 journées d'action et de solidarité en Lorraine. Le PC fait aussi l'actualité avec les déclarations de Georges Marchais sur l'implantation de centrales nucléaires en Bretagne. Déclaration sans équivoque, M. Marchais est pour. C'est d'ailleurs une position constante du PC, de la CGT. Mais cela a suscité de gros remous au sein de la gauche en Bretagne où se trouve actuellement Georges Marchais. Par exemple, le candidat du PC aux prochaines cantonales dans le canton dont dépend la commune de Plogoff, où l'on prévoit la construction d'une centrale nucléaire, eh bien ce candidat persévère dans son opposition au principe de la construction de cette centrale. Et puis, le maire socialiste de Plogoff, lui, s'indigne de ces déclarations. Georges Marchais sera notre invité lundi dans ce journal, donc à 20h. Joli remous également à Bruxelles pour une toute autre affaire, une brochure éditée par la CEE qui accusait la France de violer les droits de l'homme parce qu'elle avait arrêté il y a 3 ans un nationaliste breton, Yann Fouéret. Protestation des fonctionnaires français et du ministre Jean-François Poncet qui a fait part au président de la Commission européenne, Roy Jenkins, de sa surprise. Il faut dire que la France était assimilée à l'Espagne franquiste ou à l'Union soviétique. La brochure, sa diffusion en tout cas, a été immédiatement stoppée. Et puis, Philippe Sassier, la publication de l'indice des prix du mois de janvier, 0,9%, ce n'est pas un bon indice. Effectivement, après les 0,5% de novembre et de décembre, ça dépasse un très bon indice. Mais il y a quelques jours, on s'attendait à ce que cet indice soit beaucoup plus élevé. On parlait de plus de 1%. Et puis, si on y regarde un petit peu plus près, eh bien, en définitive, dans le détail, cet indice est moins bon qu'il n'y paraît et moins mauvais qu'il n'y paraît à première vue. On peut faire 4 remarques. La première, c'est que cet indice répercute les hausses de fioul, d'essence et des loyers qui ont été appliqués à partir du début du mois de janvier. La seconde remarque, c'est que les produits alimentaires ont davantage augmenté en janvier qu'en novembre et en décembre, bien évidemment,
à cause du froid. La troisième remarque, eh bien, c'est que sans l'augmentation du fioul et de l'essence, l'indice des prix industriels à l'intérieur de l'indice général n'aurait augmenté que de 0,5%. Alors, bien évidemment, ça ne change pas fondamentalement cet indice, mais cela signifie que dans le secteur industriel, la concurrence joue toujours bien et qu'en définitive, la libération des prix se poursuit normalement. C'est quand même un point agréable. Enfin, quatrièmement, il y a eu une petite flambée des prix partout dans la plupart des pays occidentaux. En Grande-Bretagne, eh bien, en Grande-Bretagne, l'indice des prix en janvier a été de 1,5%. Aux États-Unis, on a atteint 1%. Et en Allemagne fédérale, qui est la championne toute catégorie de la lutte anti-inflation, on a atteint 1%. C'est énorme pour les Allemands qui, en général, se situent entre 0,2 et 0,4%. Qu'est-ce que signifient ces chiffres, Patrick, à côté du 0,9% français? Eh bien, qu'il y a de nouveau une petite flambée inflationniste dans les pays occidentaux et que la lutte contre l'inflation en France comme ailleurs restera assez difficile en 1979. Eh bien, pendant que vous parliez, Philippe Sassier, est arrivé dans son bureau André Giraud, le ministre de l'Industrie, qui est donc notre invité. Merci d'être notre invité, monsieur le ministre. Je pense que nous nous entendons bien. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, avant d'entrer dans le détail de ces mesures et de la négociation, d'abord le contexte. Le président de la République lui-même l'avait dit, on comprend le désarroi de ces ouvriers victimes d'un énième plan de restructuration. Ils ne sont, c'est vrai, en rien responsables de la crise. Alors, il paraît normal qu'ils vous en tiennent responsable, vous, et puis le patronat de la sidérurgie. Oui, enfin, c'est un peu simplifié. Je ne crois d'ailleurs pas que ça soit tout à fait leur sentiment. Alors, le détail de vos propositions est d'abord ces sociétés de reconversion dont vous parlez. À vous de les expliquer. Bien, nous avons à concilier deux attitudes. Comme l'a rappelé le président de la République l'autre jour dans sa conférence de presse, il y a d'une part toutes les mesures qui doivent être mises en œuvre sans tarder pour refaire de notre sidérurgie une industrie moderne, capable de procurer des emplois stables et de se redévelopper. Le Parlement a donné au gouvernement les moyens de faire à peu près la moitié du chemin grâce à une contribution de la solidarité nationale, mais il reste le supplément à faire. Et ce supplément, c'est une rationalisation des usines. C'est une opération qui, évidemment, n'est pas du tout agréable pour les salariés qui sont concernés. Et puis alors, il y a une deuxième attitude, c'est celle des salariés qui, comme l'a dit le président de la République, ont fait très honnêtement leur travail depuis des années, ont fait vraiment tout ce que la nation leur demandait et qui voient brusquement arriver des mesures assez soudaines et certaines parfois très dures pour eux. Alors ils ne comprennent pas, ils ont de la fureur, ils ont de l'angoisse. Le gouvernement, en présentant son plan au Parlement, savait très bien qu'il y aurait cette difficulté et c'est la raison pour laquelle il avait demandé à être doté de moyens sans précédent pour créer de nouvelles activités industrielles dans les régions concernées. Seulement, ceci ne peut pas se faire du jour au lendemain. Alors d'un côté, nous avons la sidérurgie qui ne peut pas continuer à être pénalisée en face des autres sidérurgies européennes parce que à ce moment-là, elle va être de nouveau frappée et il y aura de nouveau des difficultés à résoudre au sein même des sociétés sidérurgiques. Et de l'autre, nous avons ce problème de la progressivité à assurer pour les transformations de façon à ce que chaque salarié ait le sentiment qu'il ne va pas être en l'air du jour au lendemain alors qu'il ne le mérite pas. Nous avions donc ce problème fondamental. Et comme il n'y a pas coïncidence, il faut bien le dire, n'est-ce pas, en certains endroits, il fallait trouver un mécanisme qui permette de réaliser effectivement ce que le président de la République a promis, c'est-à-dire la continuité de l'emploi. Et alors grâce à l'ensemble des mesures sociales qui avaient été annoncées l'autre jour par le ministre du Travail et de la Participation, grâce à un supplément de mesures sociales qu'il avait étudié depuis la dernière réunion et que j'ai pu annoncer, et grâce aussi à l'idée de la société de reconversion, nous disposons du moyen pratique de réaliser cette continuité. Nous avons la possibilité d'offrir à tous les salariés qui n'auraient pas dont le cas ne serait pas résolu par les mesures sociales, nous avons la possibilité de leur offrir un emploi
jusqu'à ce que des emplois industriels soient réellement créés dans la région et avec une formation professionnelle qui leur permette de s'y préparer. Alors pour qu'il y ait société de reconversion, il faut qu'il y ait adhésion des syndicats. Est-ce que vous l'avez pour l'instant, cette adhésion? Bien, je pense que la question les a vivement intéressés. C'était un élément tout à fait nouveau et ils vont se rendre maintenant auprès des présidents des deux sociétés sidérurgiques pour examiner avec eux comment va s'effectuer ce mécanisme de transition. Mais on va vous dire qu'il s'agit de payer des ouvriers à ne rien faire, ou en tout cas à faire autre chose que ce pourquoi ils sont formés, et puis que ça va coûter cher surtout, non? Oui, bien sûr, on dira tout cela, mais on ne peut pas imaginer qu'une transformation comme celle que connaît la sidérurgie aujourd'hui et qui est vitale pour cette industrie puisse se faire sans une certaine contribution de la solidarité nationale. Et je peux dire même que cette contribution-là, nous pouvons la consentir, enfin je crois que la collectivité peut la consentir, parce que c'est un problème vraiment exceptionnel, parce qu'il est d'une grande dimension, parce que aussi des mécanismes sont prévus au niveau de la communauté européenne des charbons et de l'acier qui permettent de mettre en place ces sociétés de reconversion. Et vous n'avez pas peur que d'autres secteurs en crise vous demandent à leur tour la même procédure? C'est possible. Ce que je souligne, c'est justement que l'affaire n'est possible que grâce au traité du charbon et de l'acier. M. Giraud, un certain nombre d'hommes politiques, François Mitterrand, Pierre Messmer, jouent aujourd'hui sur la reprise. L'indice de la production industrielle était bon récemment, en décembre, en janvier également. Alors M. Mitterrand, par exemple, pense qu'on peut porter la capacité de production de l'acier français à 31 millions de tonnes et donc empêcher les licenciements. Oui, il y a une manière effectivement de résoudre le problème de la sidérurgie, c'est de le résoudre sur le papier en prenant ses désirs pour des réalités. Il est tout à fait évident que si on suppose que l'on peut vendre n'importe quelle quantité d'acier à des acheteurs d'ailleurs inconnus, il est extrêmement facile de monter une politique sidérurgique qui ne comporte aucune régression des usines. Monsieur Giraud, on se demande si vous avez vraiment une politique industrielle et si votre politique n'est pas un petit peu une politique au coup par coup. Quand vous sentez que le climat social devient trop mauvais, vous commencez à négocier. Je ne sais pas si cette qualification est tout à fait valable. Qui resterait insensible devant les problèmes de la sidérurgie? Je crois avoir rappelé tout à l'heure que la nation a trouvé devant elle un problème d'une dimension tout à fait exceptionnelle qui, d'ailleurs, avait été connu par les autres pays ou est actuellement connu par les autres pays européens. Et devant la dimension de ce problème, nous n'avons pas le droit de rester indifférents et nous sommes obligés d'agir et d'agir vite. C'est vrai, nous n'avons pas le temps. On a envie de vous dire quand même pourquoi s'il n'y a pas eu de concertation avec les syndicats plus tôt, c'est-à-dire avant notamment l'annonce des plans de licenciement. C'est une question qui a été posée un peu à tort. Il y a eu une concertation avec les confédérations syndicales dans le courant de l'été, comme le Premier ministre l'avait indiqué, mais elle ne pouvait pas porter sur les mesures de restructuration de la sidérurgie pour une raison très simple. C'est que pour procéder à cette restructuration, il y avait un impératif absolu, c'était que le Parlement nous en donnât les moyens. Nous l'avons demandé au mois d'octobre, c'est seulement le 15 novembre que le débat parlementaire s'est achevé, que nous avons su que les principes de la solution pouvaient exister. Cette solution passait par une restructuration des sociétés, et il était impératif que, rompant avec le passé, ce soit les vrais responsables qui décident ce qui allait se passer dans les usines et non pas des fonctionnaires anonymes et irresponsables qui ensuite ne sont comptables devant personne. Patron de la sidérurgie. Les présidents l'ont donc fait, ils l'ont fait au début du mois de décembre, ils l'ont fait très naturellement auprès de leurs salariés, des salariés de leurs entreprises, en priorité, c'était tout à fait naturel. Les organisations syndicales ont alors demandé à être reçues par le gouvernement. Elles l'ont été par M. Boulin, par moi-même, et je pense que la concertation se déroule. Nous avons effectivement besoin de regarder tout cela avec beaucoup d'attention, et je crois que c'est un problème très important, très émouvant. Il faut que la nation se rende compte que nous avons là les plus de 100 000 emplois qui sont concernés par l'industrie sidérurgique dans des régions qui nous tiennent à cœur, et qu'il y a au-delà de ce maintien de l'industrie sidérurgique la nécessité absolue de trouver une nouvelle façon de faire travailler des régions qui s'étaient habituées, il faut bien le dire,
à cette activité qui aujourd'hui est un peu dépassée dans certains cas. Justement, Monsieur le ministre, je vous demandais qui est le vrai responsable de la sidérurgie aujourd'hui. C'est l'État ou ce sont les firmes? Et qu'est-ce que vous faites si les firmes décident de revenir un petit peu sur le plan de licenciement? L'État est responsable de la politique sidérurgique et les présidents sont responsables des décisions industrielles qui sont prises au niveau des entreprises. Il faut naturellement que ceci soit cohérent. Mais l'État n'a pas à intervenir dans des modifications qui peuvent être éventuellement décidées au niveau des entreprises, dans la mesure où elles ne mettent pas en péril cet assainissement de la sidérurgie auquel la collectivité a contribué lourdement avec plus de 13 milliards de francs de contribution, ce qui est une somme énorme, ne l'oublions pas. Nous n'avons pas le droit de ne pas faire un assainissement réel de la sidérurgie. Giraud, j'ai une dernière question à vous poser. On vous reproche parfois de manquer un petit peu de cœur, de n'être qu'un technocrate qui ne juge que sur des chiffres, disons, qui est assez froid. Je crois que je laisse la responsabilité de cette opinion à ceux qui l'expriment. Vous allez renégocier maintenant? Je crois que la négociation se poursuit comme il a été prévu. Il va y avoir une nouvelle réunion au niveau du ministre du Travail et de la Participation, il va y avoir des réunions au niveau des présidents des sociétés, il va y avoir la mise en place des comités de bassin pour que l'on étudie le cas de chaque famille, le cas de chaque ouvrier de la sidérurgie qui pourrait être touché par une régression. Il va y avoir les négociations sur la mise en place des sociétés de reconversion. Et il est convenu que si cela est utile, je reverrai les organisations syndicales. Je crois que le grand pas qui a été fait, c'est que nous avons compris les uns et les autres qu'il fallait que nous nous attaquions courageusement à ce hiatus entre les mesures d'assainissement de la sidérurgie et la création des emplois de remplacement. Voilà quel est le problème. C'est ça la véritable difficulté. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir été notre invité. Je pense qu'on vous retrouvera ainsi que vos interlocuteurs dès que ces négociations auront donc repris branche par branche, firme par firme. À Genève s'achevait aujourd'hui la conférence mondiale sur le climat. 15 jours de débats, de réunions pour aboutir finalement à beaucoup d'incertitudes et il semblerait, Laurent Broumette, que nos connaissances en matière climatique restent assez ténues. C'est vrai, on peut toutefois faire un bilan. Premier point, les seules fluctuations naturelles du climat sont désormais suffisantes pour plonger dans des cas extrêmes le monde dans la confusion. Deuxième point, nous assistons depuis quelques décennies à un très lent refroidissement de certaines régions de l'hémisphère nord, impossible de prédire l'avenir. Enfin, troisièmement, l'homme influe par son industrie sur le climat. Prenons l'exemple du gaz carbonique, les moteurs et le chauffage en ajoutent 0,4% par an dans notre ère. Or, ce gaz carbonique crée autour de la planète une sorte d'enveloppe qui emmagasine la chaleur. Les effets, entre autres une augmentation des pluies, seront sensibles avant la fin du siècle. Il faut donc réagir vite, par exemple en plantant des forêts ou en changeant de chauffage. Alors là, nous voyons aussi des images de Jupiter. Nous avons changé de météorologie. Nous ne les étions pas demandé. Non, mais c'est pas grave. Mais ce sont des images très intéressantes parce que c'est celle que nous apporte la sonde américaine Voyager 1 qui se rapproche de la planète au rythme de 1 million de kilomètres par jour. Oui, ici nous voyons un spectacle extraordinaire. La planète tourne sur elle-même, où nous partageons une tranche de sa vie. Nous voyons les satellites défiler devant cette planète. Rendez-vous le 5 mars avec Jupiter. Un rendez-vous très attendu par les astronomes du monde entier. Bon alors, le temps sur Jupiter, c'est une chose. Le temps en France, maintenant, pour le week-end? Le temps en France, en attendant qu'on puisse peut-être le modifier, ce sera le premier beau week-end depuis plusieurs mois. Une seule région défavorisée, l'extrême sud-est, avec un vent frais du nord. Un ciel variable, de la neige sur les Alpes et quelques petites averses en Corse. Ailleurs, des brouillards le matin, surtout sur l'Aquitaine et les régions de la Loire. Et puis du soleil ensuite. Et une remontée des températures, aussi bien samedi que dimanche. Eh bien, Space Dust, poussière de l'espace, vous voyez, nous restons dans le même domaine avec ce sachet de bonbons en vente en France depuis un mois à peine et qui peut-être est nocif. À Marseille, une dizaine d'enfants ont eu des malaises après en avoir mangé. Ces malaises seraient sans gravité et dus au gaz carbonique que cette poudre contient et qui provoque dans la bouche de petites explosions. Pour en avoir goûté, j'avoue que c'est plutôt amusant pour l'instant. Mais ça peut être nocif pour des enfants s'ils en prennent trop, en trop grande quantité en tout cas.
Rubrique sport maintenant avec tout d'abord la composition définitive de l'équipe de France de football qui dimanche au Parc des Princes affrontera le Luxembourg pour la Coupe d'Europe des Nations. Michel Hidalgo a préféré, vous le voyez, le monégasque Petit au Stéphanois Larios en milieu de terrain. Et pour le poste d'avant-centre, il a choisi le Marseillais Berdol et non pas le Nantais Éric Pécou. Alors pour nous rafraîchir la mémoire, jetons avec Thierry Roland un coup d'œil sur les deux matchs qu'a disputé l'équipe de France contre la Suède et le Luxembourg, rencontre qui eurent lieu l'an dernier dans le cadre de la Coupe d'Europe des Nations. Dans la Coupe d'Europe des Nations, l'équipe de France se trouve dans le groupe 5 avec la Suède, le Luxembourg et la Tchécoslovaquie, un groupe difficile d'où ne sortira qu'un seul qualifié. Après un match nul concédé à la Suède au Parc des Princes, malgré un joli but de Didier Six, la France se trouve en position délicate. Le match aller contre le Luxembourg, disputé en octobre dernier au Grand-Duché, malgré la victoire obtenue 3-1, n'a pas dissipé les doutes. Il a fallu un exploit de Marius Trésor pour battre une équipe du Luxembourg qui n'a pourtant pas gagné un seul des 15 derniers matchs qu'elle a disputés. Dimanche, donc, au Parc des Princes, l'équipe de France devra non seulement gagner, mais plaire et marquer des buts, car ce match France-Luxembourg sera le dernier test des hommes de Michel Hidalgo avant le décisif Tchécoslovaquie-France du 4 avril prochain à Bratislava. Car c'est ce jour-là que l'équipe de France jouera en Tchécoslovaquie sa qualification pour la phase finale de la 5e Coupe d'Europe des Nations. Voilà, Schiner et autres amateurs d'Antiquité, cette nouvelle revue vous intéressera, l'officiel de l'Antiquité, c'est un magazine, je le montre là, voilà, un magazine pour les amateurs d'art. Voilà, ainsi s'achève ce journal, un petit peu bousculé en raison de l'actualité, et au nom de toute l'équipe qui m'a aidé à le composer, je vous remercie de votre fidélité, puis je vous souhaite une excellente fin de semaine. Demain à 20h, Léon Zitrone. À bientôt.